Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité de la mi-journée. C'est le 13h, voici les titres. Les offres non communiquées des opérateurs GSM sont désormais suspendues. C'est la principale décision issue de la rencontre du ministre de l'économie numérique et de la communication avec les responsables de téléphonie mobile exerçant au Bénin. Les retraités de la douane, eux, pensent toujours au mieux-être de l'administration douanière. Ils prennent des nouvelles de leurs collègues encore en fonction. Vous suivrez dans cette édition leurs observations et leurs appréhensions. Ce jour, jeudi saint, mais avant il y a eu mardi saint, la communauté chrétienne catholique de la Donga célébrait la traditionnelle messe chrismale, les moments forts de l'Eucharistie à suivre dans ce journal. Bonjour et bienvenue dans ce 13h et on ouvre ce journal par cette séance de travail du ministre de l'économie numérique et de la communication avec les responsables de téléphonie mobile. C'est une rencontre qui fait obligation aux opérateurs GSM à se conformer aux exigences du consommateur. Les plaintes des utilisateurs de téléphonie mobile au Bénin se font persistantes, mais les opérateurs GSM, eux, disent avoir amélioré la qualité de leurs services et leurs coûts. La ministre de la Communication tranche finalement au profit des consommateurs. À la séance de travail qu'elle a eue avec les opérateurs GSM hier, Rafia Toumourou a adopté un ton plutôt ferme et résolu. Koudous Abdoulaye, Iva Goudopessi. Nous attendre aux sanctions. Il n'y a pas... Droit dans les yeux, Rafia Toumourou s'adresse aux responsables des réseaux GSM au Bénin. Les visages se crispent, mais la ministre reste ferme. Non. Moi, je ne suis pas encore satisfaite sur la qualité de service parce que les utilisateurs continuent de se plaindre. Autre plainte relevée, le flou qui entoure les offres proposées par ces GSM. Les plaintes sur les vols de crédit, on va dire. Les opérateurs doivent vraiment nous donner le détail des offres qu'ils proposent aux abonnés. Ils soient bien informés. Tour à tour, les trois responsables de GSM se sont expliqués et adhèrent au principe. Là, on ne peut qu'adhérer à expliquer les offres. Pour la traçabilité, on va voir toutes les offres. On sait qu'on a la traçabilité des offres. S'il y a des offres qui manquent, on le fera. Et de toute façon, on est toujours pour la transparence et rien que la transparence et encore que de la transparence. Au vu de tout ce que nous avons... Dans cette perspective, une vérification est en cours au niveau de ces différents réseaux de téléphonie mobile. Les indélicats subiront la rigueur de la loi, a expliqué Rafia Toumourou. Un bureau de la Banque africaine de développement bientôt au Bénin. C'est un vœu récemment formulé par le chef de l'État de voir le Bénin abriter un bureau de la BAD qui est ainsi en passe de se réaliser. Hier après-midi, le directeur Afrique de l'Ouest de la BAD et le ministre béninois des Affaires étrangères ont signé l'accord d'établissement. William Chouki pour le point. Voici la signature de l'accord d'établissement qui va concrétiser l'ouverture prochaine d'un bureau national de la BAD, la Banque africaine de développement au Bénin. Le premier magistrat avait émis le vœu le 11 janvier dernier lors d'une visite en Côte d'Ivoire. Les autorités de la BAD lui retournent l'ascenseur, rapprocher l'institution financière de ses clients. En ouvrant un bureau à Cotonou, la Banque africaine de développement ne fait qu'accomplir un devoir, celui d'être présent auprès de ces pays membres régionaux pour accélérer la mise en œuvre efficace et efficiente de ces projets, mais aussi pour prodiguer des activités conseil, n'est-ce pas, au gouvernement. La BAD au Bénin s'est trouvé des solutions idoines en termes de financement des projets de développement. C'est aussi accompagner la mise en œuvre du PAG, le programme d'action du gouvernement, dira le ministre des Affaires étrangères. Dans la démarche de restructuration de notre économie, dans la démarche de reconstruction de notre pays, comme il était important que nous puissions compter sur les vrais partenaires, de véritables amis. Et le premier partenaire pour nous reste la Banque africaine de développement. Un grand pas vient d'être franchi dans cette volonté commune de la BAD et du gouvernement béninois. Prochaine étape, le choix du site et le démarrage effectif des activités. Parlons toujours de signature d'accord, mais sur un autre registre à présent.
Le gouvernement du Bénin a accepté le renouvellement de la signature de l'accord de siège avec l'organisation non gouvernementale américaine CARE International. C'est un accord qui vise à améliorer les conditions de vie des ménages les plus vulnérables. La cérémonie de signature a eu lieu ce mercredi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Enoch Mpati, Calvador Awan. Signature, échange de parapheurs et salutations, ce sont les temps forts qui ont marqué ce renouvellement d'accord de siège entre le gouvernement du Bénin et l'ONG CARE International Bénin-Togo. À travers ce renouvellement, CARE International entend accompagner l'effort de développement du Bénin et ce durant les 5 prochaines années sur 2 axes prioritaires. À savoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et la sécurité alimentaire, nutritionnelle et adaptation au changement climatique. Depuis son installation au Bénin en septembre 1999, l'ONG CARE International a mis en œuvre plusieurs projets. Au total, CARE International a eu à mettre en œuvre au Bénin 36 projets sur toute l'étendue du territoire, avec un coût total approximatif de 22 milliards de francs CFA. Le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, s'est engagé à accompagner toutes les actions de développement de cette organisation. En décidant de vous renouveler pour la 3e fois l'accord de siège, le gouvernement du Bénin s'est ainsi engagé à accorder à CARE International des facilités pouvant l'aider à accroître le volume de vos réalisations et investissements au Bénin. Je voudrais vous assurer de la constante disponibilité du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et de toutes les structures de l'État à vous apporter leur soutien dans la réalisation de vos objectifs. Créée depuis 1945, CARE est l'une des plus grandes organisations non gouvernementales engagées à contribuer à l'éradication de la pauvreté et de l'injustice sociale. Un autre accord, cette fois-ci, pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur de l'eau au Bénin. L'acte a été consacré par une signature d'accord de partenariat entre le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'eau et l'organisation non gouvernementale coïtienne Direct Aid. Cet accord va permettre d'étendre les actions de l'ONG dans le sous-secteur de l'eau. La cérémonie de paraphe de documents a eu lieu dans les locaux du ministère de l'Énergie. Blaise Adankbo, Wenceslas Saroyimon pour les détails. Signature de documents, échange de paraphes, l'organisation non gouvernementale coïtienne Direct Aid et le gouvernement du Bénin sont désormais liés. L'accord signé ce jour cadre avec l'objectif de l'ONG, celui d'aider les populations à participer au développement de leur pays. C'est donc pour avoir l'accompagnement et l'expertise des autorités sectorielles que nous nous sommes réunis ici pour la signature d'un accord entre nos 2 parties. Cet accord, Monsieur le ministre, non seulement donnera un caractère officiel à nos œuvres, mais aussi améliorera la qualité du service que nous offrons aux populations béninoises dans le respect du programme d'action du gouvernement. Ce partenariat concourt directement à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Cet accord que nous signerons aujourd'hui vise à obtenir de Direct Aid Bénin un appui pour l'amélioration de la couverture de cet intrant majeur qui est l'eau potable, mais également contribuer à l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les communes du Bénin. Cette initiative vise à réaliser des infrastructures d'eau et d'assainissement pour l'amélioration évidemment de ces conditions de vie de nos chers frères et sœurs concitoyens de nos milieux ruraux. Elle se concilie bien avec la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans les secteurs vitaux que je viens de citer. Créée en 1981, Direct Aid est une organisation à caractère humanitaire. Elle intervient au Bénin depuis plus de 10 ans. Ils ne sont plus aux affaires, mais ils se préoccupent de la vie de l'entité qu'ils ont servi des années durant. Les agents de la douane béninoise à la retraite s'enquièrent encore des problèmes de leur maison commune. Réunis au sein de leur amicale, ils ont passé en revue certaines situations qu'ils jugent préjudiciables à l'avenir de l'administration douanière. Des problèmes qui, selon eux, relèvent du comportement de certains agents de la douane, mais également de certaines décisions du gouvernement. Les retraités de la douane formulent des recommandations aussi bien à l'endroit du gouvernement qu'aux leurs, encore en fonction. Suivant un extrait des déclarations de l'amicale, lu ici par son président, Théophile Nago. Il est au micro de William Aguiar et Augustin Baudou. Repositionner dans les structures de la douane
tous les cadres laissés sans attribution. Si les 10 cadres sont fautifs, que les sanctions prévues leur soient appliquées en empruntant les voies indiquées par les textes en vigueur. Aux agents des douanes, le premier conseil que nous leur donnons, c'est de changer radicalement de comportement dans l'exécution des services et éviter les actes répréhensibles qui non seulement les exposent à des sanctions sévères, mais contribuent à la dégradation de l'image de la douane dans l'opinion publique. Le Bureau exécutif national de l'Amicale des retraités des douanes béninoises réaffirme son engagement à œuvrer au règlement des problèmes qui s'opposent à la douane béninoise. Il invite tous les retraités des douanes en général et les cadres en particulier à se rapprocher de lui pour participer à la réflexion nécessaire à la recherche des meilleures solutions. Notre slogan à l'Amicale des retraités des douanes, c'est « Ensemble on est fort, unis, nous vaincrons ». L'heure est à présent à un bilan d'étape à la mairie de Cotonou. La municipalité évalue un trimestre d'activité de l'observation des autorités municipales. Il se dégage de nombreuses difficultés que les cadres de la mairie imputent au non-respect des lois de la décentralisation par le pouvoir central. Ils ont rencontré la presse pour évoquer ces problèmes. Le point avec Monique Torrent et Cécile Rondé. Comment vont les activités de la mairie de Cotonou? Les autorités de l'hôtel de ville font le point des difficultés rencontrées dans la réalisation des activités des 3 premiers mois de l'année. Dans une procédure de passation de marché qui se veut être l'activité, la première activité, la prestation fournie aux populations, la salubrité, l'assainissement, le curage. Et qu'on vienne dire qu'en plein processus, que la tutelle intervient pour dire de surseoir à la procédure de passation. La construction, la rénovation, la réhabilitation, l'équipement et la gestion des marchés secondaires est de la compétence propre et exclusive de la mairie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État ne peut pas, sauf à vouloir violer l'article 104 de la loi 97-029 sur la décentralisation. Au regard de ces situations, le respect des tests s'avère la seule alternative, selon le secrétaire général. Rien que le respect des tests de loi sur la décentralisation et les règlements en vigueur, on pourrait déjà commencer par être soulagé par rapport à cette difficulté-là. Ça, c'est rien que le respect des tests. Deuxième chose, on a dit il est important qu'on mette en place un cadre de concertation entre la tutelle et puis la mairie de Cotonou. Et je crois que ça là, ce serait au bonheur de nos populations. La mairie de Cotonou reste donc dans la dynamique de satisfaire les populations. À cet effet, l'opération de curage des bas-fonds, des couloirs d'écoulement et les ouvertures de tranchées avant les pluies a démarré et se poursuit jusqu'au 30 avril prochain. Un autre sujet à présent, au-delà du syndicalisme et du militantisme, c'est une piste plutôt sociale qu'explore la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. La CGTB décide donc d'accompagner les femmes dans leurs activités quotidiennes. Elle a lancé ce mercredi le FAMC, entendez, le Fonds auto-renouvellement de microcrédit aux femmes du secteur informel. C'était à la Bourse du Travail à Cotonou. Plus de détails dans ce reportage signé Bruno Koutepo, Jérôme Mumbo. De nos jours, le contexte syndical exige un changement de paradigme. C'est ce qu'a si bien compris la CGTB en initiant dans son plan d'action 2017 le Fonds d'auto-renouvellement de microcrédit, une manière pour accompagner les femmes du secteur informel. Nous partons maintenant sous la forme d'un fonds. Nous avons dit qu'il s'agit d'un fonds auto-renouvelable de microcrédit pour femmes du secteur informel. Et c'est pour ça que nous avons voulu recourir à l'un des partenaires les plus expérimentés également avec le monde syndical et que leur accompagnement sera d'un précieux concours pour le succès de ce que nous faisons. L'initiative que vous avez prise est noble parce que les femmes bénéficiaires de ce microcrédit sont les membres de la CGTB et elles ne peuvent pas continuer à être membres si vous ne vous occupez pas
de leur situation. Aux côtés des bénéficiaires, il y a la Mutuelle pour le développement à la base, MDB. Elle s'engage à accompagner la CGTB, mais avec une exigence vis-à-vis des femmes. Nous allons vous former sur comment tenir une bonne comptabilité, sur comment gérer vos ressources, sur comment épargner et sur comment planifier vos remboursements. À votre tour, nous vous demandons d'être fidèles. Votre confédération, la CGTB, a vu la misère, votre misère. Mais aujourd'hui, c'est le temps, le moment de vous soutenir. Il faut que vous-même, on se prenne au sérieux, les femmes, pour développer nos activités. Nous portons le monde sur la tête, nous autres femmes. Donc, il faut nous aider, il faut aider la Confédération à vous aider. L'État ne peut tout faire. À travers cette initiative, la CGTB est venue combler un vide constaté sur le terrain. Le bruit a couru dans la presse ces derniers jours et s'est répandu au sein de la population. L'homme d'affaires Sébastien Germain-Adjavon réclamerait la somme de 250 milliards de francs CFA à l'État béninois pour dommages et intérêts subis dans l'affaire de cocaïne dont il a été victime à la fin de l'année 2016. Quelle appréciation en fait l'homme de la rue? Nous avons promené notre micro dans les rues de Cotonou pour recueillir l'avis de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un Béninois comme nous, mais s'il a pitié de nous, pauvres citoyens, s'il a pitié de nous qui achètent ces produits, normalement il ne devrait pas demander 250 milliards. Les 250 milliards vont sortir par où? C'est pas la caisse de l'État qu'on va le faire sortir. Est-ce qu'on a de l'argent dans ce pays-là pour lui payer lui seul 250 milliards? Non, non, pitié, parce que nous ne savons pas combien de temps nous avons sur terre. Vous savez, c'est normal que Adjavon réclame 250 milliards. Parce qu'il a été libéré sur doute, sous bénéfice de doute. En tant qu'opérateur économique de cette valeur, au lieu de faire appel au Bénin, il a été à l'Ouada pour faire appel. Ça, c'est que je lui donne raison de faire ça là. Je lui donne raison, entièrement raison à Sébastien Adjavon. Ce n'est pas le coup qui m'intéresse moi. Ce n'est pas le coup qui m'intéresse. Je pense que Adjavon, consciemment, il sait qu'il ne peut pas prendre 250 milliards de la caisse de l'autre État. Je suis désolé. Désolé à partir du moment où, d'entrée de jeu, je vais dire que les hommes politiques n'aiment pas ce pays. Et le gouvernement a été en position de force pour inculper Adjavon en son temps. Pourtant, on l'a gratifié. Et aujourd'hui, on nous parle de 250 milliards. Si ces sociétés sont tombées, ce n'est pas l'argent de l'État béninois, des contribuables béninois qui va prendre pour relever sa société. J'en ai fini. Et l'homme aujourd'hui sait réellement agir pour dire qu'il va porter plainte. Si la justice voit que ce qu'on a fait à l'homme, c'est une pure trahison, il peut prendre les 250 milliards facilement. L'homme voulait soigner son image à travers une attaque envers l'État. Donc sincèrement, il est dans son plein droit. S'il gagne le procès, on doit le payer. Cette affaire de cocaïne, nous avons eu cette même affaire avec l'Indo-Pakistanais. Et l'Indo-Pakistanais a été condamné à 10 ans de prison ferme. Mais pourtant, lui, il a été libéré. Et après sa libération, automatiquement, il s'est rendu à l'église Saint-Michel de Cotonou. Et c'est là où il a prononcé son pardon à la nation béninoise. Mais s'il a vu que bon, la campagne l'ont appauvri, ce n'est pas l'État béninois qui va remplir sa caisse pour qu'il reprenne ses activités. Donc il n'a qu'à aller chercher ailleurs que de réclamer 250 milliards à l'État béninois. Parlons maintenant du pain. Le concept est bien possible, mais il n'est pas encore suffisamment exploré chez nous. Produire du pain à base de céréales locales. Une autre baguette de pain aux céréales locales est bien possible. La problématique de l'utilisation des farines mixtes panifiables dans la boulangerie et la pâtisserie est d'ailleurs d'actualité. Après l'état des lieux, des mesures sont prises pour faciliter l'introduction de cette nouvelle approche dans la production du pain au Bénin. Alors question, quelles sont les appréhensions des boulangers à ce sujet? De l'autre côté, quelles sont les fermes convictions de l'autorité de tutelle? À quand finalement le pain composé dans nos assiettes? Éléments de réponse dans cette enquête réalisée par Ulvaïus Balogun et Igor Ayoso. Considéré aujourd'hui comme l'un des éléments essentiels de l'alimentation quotidienne, le pain à base de farine de blé semble avoir conquis le cœur des Béninois.
Mais le coût de l'importation de cette matière première pèse sur l'économie nationale. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation réelle. Le pain, c'est un produit de grande consommation dans notre pays. Mais le pain là est produit avec du blé. Le blé là, le blé n'est pas cultivé au Bénin. Donc, du point de vue économique, ce n'est pas une bonne chose. Et pourtant, le Bénin est un important producteur agricole de céréales telles que le manioc, le maïs, le mil ou le sorgho. Pour alléger le poids des importations de blé, l'introduction des céréales locales est donc apparue comme une alternative sérieuse dans la fabrication du pain. Tout le monde est d'accord, est tombé d'accord, qu'on soit importateur, industriel ou autre, qu'on peut bel et bien introduire la farine locale dans la farine de blé. Nous sommes au siège de l'Association nationale des propriétaires de boulangerie et pâtisserie du Bénin, ANAPEB. Ici, à la boulangerie Tinsi, c'est un matériel de dernière génération qui est utilisé. Avec l'introduction des céréales locales, ce sera désormais du pain composé. L'Association nationale des propriétaires exploitants de boulangerie du Bénin adhère à 100% à cette initiative et à cette thématique. Donc très clairement, nous adhérons. Pour mémoire, je tiens à rappeler que l'ancien bureau de l'ANAPEB avait diligenté très rapidement une formation avec l'ADEX à l'endroit de certains membres de l'ANAPEB, notamment à peu près une cinquantaine. Cette formation concernait en fait la nécessité et les techniques d'appropriation de la panification avec la farine de manioc. Pourquoi cette réforme engagée depuis des années a du mal à s'implémenter au Bénin? Ça n'a pas pris peut-être pour plusieurs raisons. C'est une question d'habitude alimentaire. Les premiers éléments que nous avons observés, mais qui va incorporer la farine locale à la farine de blé? Qui? 1. 2. La farine locale, là, il faut l'avoir. Il faut la rendre disponible. Nous disons aussi qu'au-delà, il faut que nous puissions poser certaines questions. Il s'agit de dire qui sont les acteurs. Une question aussi basique, qui sont les acteurs? Comment ces acteurs sont classifiés dans la configuration du marché aujourd'hui? Qui sont les artisans? Qui sont les industriels? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de fixation de prix par le pouvoir central, ou est-ce qu'il faut l'améliorer, ou est-ce que nous allons simplement vers un système de libéralisation des prix? Le décret qui existe aujourd'hui sera repris. On va toujours faire un décret. Il sera repris de fond en comble. On va prendre des mesures pour cadrer la production du pain dans notre pays. Et toute personne, tout acteur qui ne serait pas dans ce cadre sera exposé à des pénalités. Aussi, des questionnements persistent au niveau de la chaîne des valeurs. Il faut déjà avoir le manioc approprié. Et pour avoir le manioc approprié en quantité, il faut avoir les intrants appropriés en quantité. Il faut avoir les chercheurs qu'il faut pour travailler sur la matière. Il faut avoir le transformateur du manioc pour l'avoir en farine panifiable. L'incorporation se fera de plusieurs manières. Soit des unités, des petites unités, des étudiants qui sortent des universités technologiques peuvent s'installer. Ils vont faire la farine locale encadrée par la recherche qui est très avancée. La FSA a fait des prouesses terribles en ce sens pour fournir aux grosses industries la farine locale. Et par la suite, eux vont faire l'incorporation et livrer sur le marché de la farine déjà incorporée. Imaginez-vous que si nous avons par exemple un seul moulin au Bénin, ou si nous avons 2 moulins, et qui doivent faire le mélange, et ils sont les seuls à le faire, ça veut dire que nous devenons corvéables à merci. Parce que le jour où ces moulins n'auront pas de la farine de blé de qualité, ben, nous allons acheter une farine de blé qui ne correspond pas à notre niveau d'exigence. Puisque nous militons pour l'intérêt général. L'intérêt général nous oblige à ce que les acteurs puissent avoir le choix de leurs décisions. Le challenge est grand, mais les différents acteurs du secteur s'accordent déjà sur les fondamentaux afin de faire du pain composé Made in Bénin un label pour la sécurité alimentaire. Après le pain qui reste un aliment indispensable au quotidien, parlons maintenant de ces nouveaux voisins qui sont devenus incontournables dans le domaine de l'information et de la communication, les réseaux sociaux qui ont pratiquement envahi l'univers médiatique. Seulement, ils se révèlent un couteau à double tranchant. Au-delà de leur traditionnelle fonction, ils sont utilisés par beaucoup à des fins de manipulation et d'intoxication. Quelle politique de régulation pour recadrer leur utilisation?
médias sociaux et régulation. C'est une enquête de Orly Sauton, Bernard Jobé et Evra Danani. Les médias sociaux sont d'excellents moyens de communication et de partage d'informations au-delà des limites des médias classiques. Ils font désormais partie du quotidien de bon nombre de citoyens du monde et rares sont ceux qui peuvent encore s'en passer. Chacun y trouve en effet son compte. Ça me permet d'appeler mes parents qui sont à l'extérieur, à moindre coût bien sûr, et puis ça me permet aussi de les voir malgré la distance. Ça me permet d'être toujours en actualité, ce qui veut dire d'avoir des informations sur tout ce qui se passe dans le monde, en particulier au Bénin. L'utilisation des réseaux sociaux comporte cependant des risques. Du fait de l'absence d'une réglementation adéquate, ils servent de plus en plus de véhicules à des rumeurs et des informations fausses et nuisibles. Le contenu qui est produit et diffusé à travers les réseaux sociaux ne subit aucune règle. Il y a des images choquantes qui sont diffusées, ce n'est pas une bonne chose, des images inadmissibles qui sont diffusées librement. Et ces images-là heurtent les sensibilités, les susceptibilités des individus qui ne sont pas capables de lire ou de prendre connaissance de ces informations-là. Il y a d'énormes intoxications. C'est un danger en réalité pour le public et puis pour les gouvernants. Il est très facile de se voiler derrière les lieux pour vous, les vues pour vous, pour diffuser n'importe quoi. Au Bénin, 2 organes travaillent en étroite collaboration dans le cadre de cette régulation. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste pour ce qui concerne le contenant et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour le contenu. Ceci à travers la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication. Alors si on prend l'article 12 qui dit clairement ceci, en matière de presse écrite, de communication audiovisuelle ou en ligne et de GSM, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est habilitée à prendre des décisions, à l'exception des correspondances privées. Les décisions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sanctionnant les 10 manquements sont prises en collaboration avec l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, ARCEP. Il arrive que des citoyens qui se sentent diffamés viennent porter plainte par rapport à ces manquements et puis la HAC se saisit de ces dossiers pour les traiter. Si les dispositions légales et réglementaires existent, leur mise en œuvre nécessite d'énormes moyens. Et les blocages sont de plusieurs ordres. Le 3e alinéa stipule clairement que les modalités de la collaboration entre la HAC et l'ARCEP seront déterminées par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret n'est pas encore pris. Deuxième aspect, il n'y a que les moyens dont dispose la HAC pour accomplir ces missions traditionnelles. Déjà, ces moyens sont limités. Et étendu au GSM, vous voyez l'immensité de la tâche. Il faut que la HAC se dote des moyens de capter ou de traquer sur le réseau des opérateurs télécoms les mots qui sont utilisés ou l'orientation qui est donnée au contenu son, au contenu vidéo, et pouvoir arrêter le citoyen qui a produit ce contenu-là. Il faut qu'on mette à jour les conventions de licence. C'est ça, les contraintes de la régulation. Face à cet état de choses, la sensibilisation semble être le moyen le plus accessible pour orienter, un tant soit peu, l'utilisation des médias sociaux. J'invite les jeunes à utiliser les réseaux sociaux pour des besoins vraiment plus responsables et plus justes, au lieu de les utiliser pour intoxiquer. Et les gestionnaires des forums au niveau des réseaux sociaux, je les invite aussi à faire de la sensibilisation de groupe et discipliner les membres des forums qui sont constitués et qui animent les réseaux sociaux sous leur responsabilité. En attendant que les contours de la régulation des médias sociaux soient mieux cernés au Bénin, une prise de conscience collective et individuelle s'avère nécessaire. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre très aimable attention à la communauté chrétienne. Nous souhaitons un très bon jeudi saint. Prenez soin de vous.